Bienvenue à tous dans cette seconde partie d'épisode où j'accueille Clara Villalba, chorégraphe, interprète, artiste, entrepreneuse. Tu l'as précisé dans la première partie et on y tient toutes les deux. L'entrepreneuriat, c'est aussi dans la culture. On a parlé dans cette première partie de ta compagnie, Corps Itinérant, du festival qui va avoir bientôt 3 ans, 3e édition cette année. 4e édition déjà, cette année. On vous donnera les infos, évidemment, dans le podcast. J'aimerais qu'on parle de la formation que tu as mise en place, qui s'appelle In Morphosis. Présente-la nous. Alors, In Morphosis, c'est une réflexion depuis maintenant, je pense, 4 ans, qui est née 1 an après le festival, ou en même temps. C'était vraiment ce questionnement aussi de comment j'ai vécu mes formations en tant que jeune danseuse et comment je suis arrivée en fait à ce parcours d'interprète avec très peu d'outils en fait. Et qu'est-ce que tu veux dire par très peu d'outils ? On est quand même sur le terrain seul. Moi, je me suis sentie très seule à découvrir et à essayer de trouver ma place pour m'insérer dans le milieu professionnel du danseur. Et beaucoup de choses étaient faites peut-être au culot. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment eu d'outils, en fait. Et je me suis dit, mais si c'est pas évident pour tout le monde, comment on peut amener quelque chose de plus... un cadre, en fait, qui ait des valeurs pour entrer dans ce milieu de la danse contemporaine actuelle avec les enjeux dans lesquels on vit. Parce que la danse contemporaine aujourd'hui et être danseur professionnel, c'était pas la même chose il y a 10 ans, c'est pas la même chose aujourd'hui. Donc... forcément, j'ai tissé des partenariats au fil de mes créations sur le territoire, au fil du festival. Et j'ai eu aussi une forte demande parce que c'est vrai que dans le festival Exmo Verré, il y a la partie intensif où on invite des chorégraphes à être à tes souhaits. Excusez-moi. Pas de souci. Et où on arrive en fait à transmettre à des danseurs pré-professionnels de toute la France des outils pour être en création, pour se présenter sur scène. Et je me disais, mais il y a une vraie demande en fait. Il y a quelque chose à créer à cet endroit-là. Sur le territoire Occitanie, il existe des formations, certaines depuis même très très longtemps. Et j'avais envie de créer... une formation, mais qui ne soit pas considérée comme « Ah tiens, on crée encore une formation », quoi. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est vraiment cette histoire de 3 axes qui m'a amenée à cette réflexion de trouver une formation qui se démarque avec tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, on va dire. Et qui est complémentaire, finalement. Et qui est complètement complémentaire. C'est exactement ça. Parce que l'idée, c'était de se dire, voilà, un danseur peut être à portée de trouver ce qui lui convient le mieux. Et donc, In Morphosis, alors on est un petit peu dans la lignée de Exmo Verré. In Morphosis, c'était l'idée d'ingérer, de nourrir la pratique, d'aller dans cette... on va dire dimension de métamorphose et de transformation à la fois intérieure, mais aussi l'amener sur le marché. Comment moi je trouve ma place en tant que danseur aujourd'hui, parce que j'ai eu des outils qui m'ont amené à ça, que j'ai eu des formateurs qui ont été là pour m'accompagner de façon individuelle. C'est très difficile. Dans beaucoup de formations, j'observais aussi, et parfois la formation, c'est malheureusement un business, et il y a cette dimension-là de l'accompagnement individuel, il se perd beaucoup. Ouais. Et pour avoir parlé à de jeunes danseurs qui sont en formation, eh bien, ils se sentaient très seuls, en fait. Et je trouvais ça nécessaire de poser un cadre avec ces 3 axes qui sont la pratique artistique et technique. Donc là, il va y avoir vraiment de la pratique intensive à travers des masterclass, des workshops de chorégraphes et artistes invités, que ce soit localement, nationalement ou même internationalement. Ils ont également des temps de résidence artistique où ils vont être en création. Ils vont aussi travailler du répertoire, c'est-à-dire des pièces qui ont tourné dans le monde
qui ont été commandés et qui vont s'en imprégner en fait. Et en moyenne, ils ont 3 à 4 semaines de création. Donc on est vraiment sur une réelle échelle de ce que pourrait vivre un danseur en compagnie. Tu les mets en conditions réelles finalement. Complètement. Ensuite, il y a aussi cet accompagnement plus sur la 2e année, sur un projet personnel d'interprète jeune créateur, où là, avec les outils du spectacle vivant, on va les amener aussi à pouvoir questionner leur identité artistique et comment ils peuvent créer un projet qui leur est propre et qui va leur servir même en tant qu'interprète dans des compagnies pour défendre leur identité artistique. Et bien sûr, donc ça, on est déjà sur l'axe 3, qui est les outils et gestion de carrière du spectacle vivant, où là, ils vont avoir des formateurs du milieu des techniques du spectacle vivant, donc régisseur, lumière, son, scénographie, peut-être même maquillage, et puis pour comprendre en fait l'univers et l'envers du décor du spectacle, assimiler en fait, pas simplement être un danseur sur scène qui danse esthétiquement bien, mais ça va vraiment au-delà. Et puis une dimension qui pour moi m'est extrêmement chère, c'était l'axe 2, donc la prévention et la santé du danseur. Très souvent, on a des danseurs qui se retrouvent après quelques années avec des formes de traumatisme, des formes de maltraitance en fait que eux ressentent, qui s'infligent, ou parfois même que des chorégraphes ont l'habitude de travailler d'une certaine forme, ou même dans des écoles aussi, il y a des façons de former en fait où il n'y a pas la place en fait à l'écoute du corps. Donc trouver en fait cet équilibre entre la performance artistique et aussi l'écoute du corps, parce que certes il y a des chocs qui se créent dans le corps pour pouvoir accéder à des techniques et développer ça, mais on peut aussi revenir en récupérant aussi de manière physique le corps et en le prévenant des blessures. Et pour ça, je suis accompagnée d'une équipe extraordinaire qui vient du territoire. Il y a une médecin du sport qui travaille au CREPS. On a un préparateur mental et diététicien qui accompagne des joueurs aux Jeux Olympiques. Puis un préparateur physique, une psychologue qui va faire le lien entre le corps et la psyché comme outil de création. Et on va avoir un ostéopathe, un kiné qui va être là aussi pour tout le travail de prévention sur les blessures. Donc voilà, c'est vraiment un écosystème pour moi, une Morphosis vivant, une communauté de danseurs qui va se construire avec le temps. C'est un parcours de 2 ans, idéalement. Et puis, pour se présenter avec tous ces outils-là, avec confiance, parce qu'il y aura eu un cadre sécurisant et bienveillant dans lequel il va pouvoir évoluer tout au long en fait, de son parcours de formation. Oui, j'aime bien cette expression que tu utilises pour présenter In Morphosis, c'est que tu dis que finalement, on ne forme pas juste des danseurs, on les forme aussi à trouver leur propre identité et leur esprit critique, pour pouvoir danser dans le monde qui les entoure. J'imagine que c'est toi que ça te parle. C'est complètement ça. Mais en fait, ce que j'aime dans cette phrase, c'est que tu évoques qu'on est plus seulement des corps comme objet de performance, mais esprit critique pour parler du monde et au monde, et faire avec le monde. Tout à fait. Je pense qu'il y a même une dimension, avec le recul, presque du danseur entrepreneur. Oui. C'est-à-dire que le danseur n'est pas passif. Le danseur est acteur de son parcours et de ce qu'il a envie de devenir. Et cette formation-là, le fait de lui donner ces outils-là, c'est une collaboration. C'est-à-dire qu'on est au cœur d'une collaboration ensemble à découvrir déjà qu'est-ce que ce danseur a envie de dire et d'être, et de comment il veut s'implanter en fait dans ce milieu artistique en France, mais même à l'international aussi. Évidemment. Parce qu'on a des parcours qui sont très différents, des envies qui sont différentes. Peut-être qu'on aura des danseurs qui auront envie d'être directement créateurs. Donc on va les accompagner aussi vers cette créativité-là, et d'autres danseurs qui voudront peut-être faire un projet spécifique avec un chorégraphe,
ou d'autres danseurs qui voudront aller dans des très grandes compagnies de répertoire, travailler avec de nombreux chorégraphes. Donc, c'est important de ramener aussi cette cohérence-là de l'accompagnement, et j'insiste beaucoup, parce que c'est quelque chose qui est très peu utilisé au final, d'aller dans ce concret. Par exemple, ils ont des systèmes d'évaluation très précis tout au long de l'année, tout au long des trimestres, et toujours axe par axe. C'est-à-dire que voilà, il y a le danseur dans la pratique artistique et technique, le danseur qui est aussi dans sa prévention du corps et dans sa santé, et aussi le danseur entrepreneur sur comment... je gère ma carrière, en gros. Je gère ma carrière, et surtout dans le réseau aussi. Comment il se crée un réseau pour s'insérer. Souvent, c'est très... Il y a une distance à ces endroits-là. Oui. Et nous, l'idée, c'est vraiment de créer un lien très fort entre les trois. Oui, pour reprendre un mot du vivant, c'est finalement se créer un écosystème. Complètement. De coopération, oui. de collaboration et de s'enrichir de la diversité de l'écosystème. Tout à fait. Et puis, on oublie, en fait, mais parfois, on a un entourage, en fait. On part de... on se repose jamais sur cet entourage-là qu'on a, ne serait-ce qu'en termes de contact, de relationnel. Nous, on se retrouve là 5 ans après notre première rencontre, quoi, à parler de tout ça. Et c'est des choses, c'est des liens en fait qui parfois se perdent et se retrouvent. Il y a vraiment un mouvement en fait qui se crée, et c'est jamais figé, ça s'arrête jamais. Il y a voilà. On entend derrière ce que tu racontes que tu du coup comment dire ça, manages, on va utiliser le mot, que tu manages une équipe, à la fois une équipe de formateurs et une équipe de danseurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui. Parce que ce sujet du management, il est cher à mes yeux, ayant une première vie pro dans la culture, où le management, finalement, c'était un peu de l'improvisation, pas forcément toujours bonne. Comment toi, tu gères ta casquette de manager ? Ouais. Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, je pense qu'il y a du management qui s'apprend sur le terrain, ça c'est sûr. Je pense qu'on n'est pas du tout formé en tant qu'entrepreneur artistique, porteur de projet, danseur, chorégraphe, à ça. C'est essentiel. C'est-à-dire que pour moi, si on a envie de développer ses projets, si on a envie d'aller plus loin, il y a un écosystème, une résonance à trouver dans notre projet qu'on porte, mais aussi comment on l'habite au sein de cet écosystème avec des personnes qui vont s'investir, s'engager dans ce projet. Donc, c'est nécessaire, ça se cultive. C'est quelque chose qui est permanent et qu'on doit nourrir de manière permanente, parce que notre désir à nous, ça nous appartient, mais en fait, il faut que ça fasse écho et que ça puisse créer un choc artistique, on va dire, un déclic en fait. Un collectif, en fait. Collectif, pour que tout le monde trouve sa place, en fait. L'idée, c'est qu'il y a un porteur de projet, mais ce projet-là est porté par un noyau artistique, technique, administratif, et surtout cette envie de continuer à le développer. Et il y a beaucoup de communication. Alors moi, c'est mon équipe, c'est mon cœur. C'est mon cœur comme ça, c'est-à-dire que sans ça, je ne pourrais pas faire les projets que je fais aujourd'hui. Et je tiens à remercier toute mon équipe, parce que c'est incroyable ce qu'on a fait. Quand je vois au bout de 5 ans, de là où on est parti à là où on en est aujourd'hui, il y a un bond, ça va très vite. On grandit très vite. Donc c'est bien aussi de prendre le temps d'assimiler tout ce qu'on construit ensemble. Et puis surtout, il y a une forme d'excitation et d'enthousiasme permanente qu'on crée. Il y a une simulation de créativité à travers nos parcours, nos expériences. Moi, je suis pas technicienne, je suis pas administrative, même si, bon, forcément, j'ai aussi beaucoup le pied là-dedans. Mais en fait, toutes les connaissances et les savoirs sont mutualisés. Et c'est ça, en fait, qui rend cet écosystème aussi vibrant et vivant. Et du coup, étant donné que c'est toi qui portes le projet,
comment tu t'assures finalement que que les désirs de chacun... Comment tu t'assures que les désirs de chacun finalement sont nourris? Parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas la même temporalité. Tu l'as dit tout à l'heure, quand on devient parent, il y a un déclic sur l'équilibre pro-perso, pour caricaturer. Comment tu mesures, comment tu sens ton équipe là-dessus? Alors moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup de transparence et de communication. Et surtout de se voir. J'ai besoin d'être en présentiel physique avec mon équipe et à sentir faire des propositions et voir en fait si c'est envisageable ou pas, si ça va avoir un impact à la fois personnel et professionnel sur eux et si ça en vaut le coup. Parfois, c'est bien de rêver grand et de vouloir faire plein de projets. Et parfois, mon équipe, elle me ralentit aussi. Elle me dit, attends, ça, c'est toi l'artiste. Mais il y a aussi, dans le concret, est-ce que c'est possible de réaliser, en fait, ce que tu as envie de faire, Clara, dans le contexte dans lequel on est, dans le budget qu'on a aussi, parce qu'il y a tout l'aspect financier, et surtout, comment on va pouvoir promouvoir aussi tous ces projets, donc tout le rapport à l'image, à la communication. Donc, on a beaucoup d'échanges sur comment on peut positionner ce projet-là, comment il peut être perçu et reçu, et comment, ensemble, en fait, on peut trouver une utilité à se positionner dans ces projets et à les gérer en fait ensemble. Et je sais qu'on parle beaucoup de management horizontal, vertical, etc. Je sais pas trop comment définir le mien, mais en tout cas, je sais que ça marche. Moi, j'ai besoin d'être en tout cas dans un management collaboratif, quoi. J'ai vraiment besoin que la collaboration, il y a un projet qui est là et j'ai besoin qu'on soit en perpétuelle connexion en fait sur l'avancement du projet. Alors parfois c'est un peu frustrant parce que du coup on est trop content de se retrouver et on parle beaucoup travail et du coup la sphère plus amicale, parce que forcément il y a des liens très forts d'amitié qui se développent, donc on est trop content de se retrouver, mais du coup on se dit là, on parle travail, on aimerait un peu plus, mais c'est quand même assez proche aussi, c'est-à-dire que pour moi, ça m'importe ce qu'eux vivent dans leur quotidien, là où ils en sont. Donc, on a toujours une petite parenthèse d'échange sur le perso, et après, on rentre dans le cadre plus officiel du travail et on se met à se plonger dans le travail de collaboration. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager une difficulté que tu as pu rencontrer en management? Oui. Alors, des difficultés, il y en a très souvent. Alors, très souvent, je ne sais pas, mais je pense que la difficulté, c'est le positionnement. Le positionnement et le discernement. Parfois, il y a des priorités professionnelles et des priorités personnelles. Et je trouve que c'est important de se positionner en fait dans ce qu'on a envie de faire passer comme message, tout en étant très neutre quand on a la casquette du professionnel, et de faire la différence en fait, parce que le lien parfois il se fait, la séparation entre les deux se fait pas, est pas facile en fait. L'artistique, ça convoque quand même beaucoup de travail sur soi personnel, on est vulnérable, on s'ouvre, et du coup c'est important aussi de garder cette distance vis-à-vis de ça, et de dire... ton équipe du coup, tu veux dire? Ouais, et puis même aussi d'accueillir les émotions de chaque personne de mon équipe, parce que je peux avoir des personnes dans mon équipe, autant artistiques, techniques ou même administratives, qui ont aussi leur intensité vécue intérieurement. Et puis donc trouver en fait ces espaces d'être toujours à l'écoute et de sentir en fait, d'être très pas faire l'éponge, mais être attentif, de pouvoir se rendre disponible aussi quand il y a des moments où ok, là on fait un petit focus perso, hop, et on repart sur le pro. Et puis moi j'ai tendance à arriver avec 1001 projets et à être très intense dans mes projets, parce que j'ai une soif de création très forte, et je sens aussi que vis-à-vis de mon équipe,
il faut que je ralentisse. Parce que pas tout le monde a le même rythme, parce que pas tout le monde vit les mêmes choses et que c'est aussi un travail ensemble de collaboration. Oui, et que ça peut être frustrant pour l'artiste qui reprend du coup la casquette du manager. C'est ça. C'est-à-dire que tu vas être dans l'abstrait dans la création et dans quelque chose de beaucoup plus concret et rationnel. On peut juste faire ça dans le réel. En fait, c'est moi j'ai l'impression d'être un caméléon, de me faufiler et d'avoir plein de couches de couleurs en fait en fonction de ce que j'ai à vivre. Parfois c'est très intense, je pense que je franchis des caps aussi au fil du temps, de l'expérience et grâce à mon équipe qui m'entoure, parce que très souvent je me sentais pas capable. Je me disais oh là là, ça je vais pas y arriver. Ça fait peur. On a quand même là j'ai un noyau de 10-20 personnes que je manage, sans compter aussi tous les liens avec les partenaires, les mécènes, le réseau qu'on crée, les publics aussi. Et puis avec la formation InMorphosis, j'ai quand même 35 formateurs et intervenants, plus un groupe de 12 danseurs français et international. Donc il y a aussi tout ce lien d'accompagnement avec des administrations assez poussées, comme les demandes de visa. Donc voilà, on est au cœur en permanence dans l'accompagnement, dans l'écoute, et ça demande une sphère d'ouverture immense, quoi. Et du coup, la question qui me vient, c'est comment tu te ressources, Clara ? Ça, c'est une super question. Je pense qu'il faudrait que je me ressource plus, ça c'est sûr. Ce qu'on adore faire, on s'est mis ça il n'y a pas très longtemps, c'est partir en nature, en famille. En fait, on arpentait même des festivals, aller faire des fermes pédagogiques, aller à la rivière, à la mer. Je pense que la nature, elle est hyper importante et j'adore ma région pour ça parce qu'on peut passer à plein de choses différentes. J'ai repris la lecture depuis peu. Et ça, j'en suis très fière parce que j'arrive à me tenir depuis les vacances d'été, là. Donc, la lecture, surtout les univers très fantastiques, j'adore ça. C'est une belle porte. Et je tiens à dire, il y a un éditeur qui fait des éditions de bouquins qui s'appelle Monsieur Toussaint Louverture, qui est incroyable, qui reprend des livres qui ont été très oubliés et qui sont assez passionnants. Donc voilà, je me suis penchée sur ça récemment. Et puis, le lieu de ressources, il est aussi dans le corps parce que je me rends compte que j'ai cette nécessité, ce besoin, et je le fais pas du tout assez pour le coup, de danser, de me plonger dans le corps, à l'écoute de ce qui vient. Et je suis contente parce que j'ai un magnifique projet cette année qui est celui de rejoindre la Fabrique de la Danse à Paris. Tranquillement. C'était ma prochaine question. Bon, parfait. Et alors ça, c'est le meilleur projet artistique en tant que danseuse, interprète et chorégraphe qui pouvait arriver de toute ma vie, je crois. Je suis très émue parce que c'est très récent et que ça va être une aventure sur 10 mois, 8 mois à peu près. Et ça m'émeut beaucoup. C'est vraiment ce recentrement, cet alignement que j'attendais, je pense, depuis au moins 6 ans, 8 ans. Moi, quand je t'ai rencontrée, il y a effectivement 6 ans, tu me disais déjà, j'ai pas assez de temps pour me recentrer et prendre du temps pour ma propre créativité. Parce qu'on sent bien que tu es dans un tourbillon avec tous tes projets et que tu avais besoin de te recentrer. Finalement, ce temps d'intériorité que tu trouves avec la Fabrique de la Danse. Alors, dirigé, on va peut-être le dire, par Oriane Villemer, qui est co-dirigée avec Christine Bastin aussi. C'est 2 femmes extraordinaires. Vraiment, merci, parce que c'est des rencontres... là, en fait, ce projet-là, j'ai envoyé le jour de la clôture, quoi. C'était vraiment... Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait vraiment m'amener à Paris ? Moi qui viens de ma petite province du Sud. Et en fait, quand j'ai vu que j'étais présélectionnée en février, ça tombait en plein dans une résidence qu'on avait à Perpignan.
Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Je vais planter toute mon équipe? Est-ce qu'ils vont comprendre? Et il faut que je leur dise qu'il faut que je fonce, quoi. Et voilà, j'ai été hyper transparente. J'ai dit à mon équipe, je vous donne des axes de travail pour la journée. Je prends un avion, j'avais pas d'autre choix malheureusement. Et je pars à Paris faire cette présélection-là. Et je me suis retrouvée en fait à la Fabrique de la Danse à Paris, à rencontrer, à l'époque, il n'y avait pas encore Oriane qui était présente, mais il y avait Christine Bastin, grande chorégraphe, et Lucie Mariotto. Et je me retrouve avec 4 chorégraphes en présélection, donc on était quand même auditionnés, quoi. Ah, j'en ai des frissons. Ouais. Et puis là, Christine qui nous dit, voilà, vous avez 4 heures devant vous, chaque chorégraphe, on va faire un jeu de rôle, en fait, une mise en situation, et vous allez travailler avec vos interprètes, qui sont les autres chorégraphes, pendant 1 heure pour défendre, en fait, votre propos artistique à travers un atelier d'exploration, un travail de transmission, tout ça. Et en fait, vu que c'est quelque chose que je pratique quand même maintenant depuis plusieurs années, je me sentais complètement à ma place. Et ce qui était frappant, c'est qu'il y avait une extrême sympathie, bienveillance entre nous, alors qu'on était auditionnés. Ouais. Puis on commence à se dire, mais vous venez d'où? Et en fait, là, c'était hyper fort parce que les 4, on était de la région Occitanie, quoi. Donc on se disait, on est à Paris, tous issus de la région Occitanie, à défendre nos projets à ces endroits-là. Et ce qui est beau, c'est que les 4 d'entre nous font partie des 8 chorégraphes incubés à la Fabrique de la Danse pour la saison 2025-2026. Et donc, ça y est, on a commencé. Là, j'étais il y a 2 semaines à Paris. On a fait un premier travail extrêmement intense d'introspection en tant qu'interprète, où pendant 1 semaine, on a été plongé avec Christine Bastin dans un travail de découverte actuelle et de rencontre en tant qu'artiste de qui on est. Donc on a traversé des états de corps extrêmement intenses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et en même temps, dans cette vulnérabilité-là de traverser tout ça, on devait présenter nos travaux artistiques actuels, donc en lien avec mon solo vivante. Donc j'ai fait tout un travail d'exploration. Et quand on rencontrait les chorégraphes et les écritures chorégraphiques, c'était incroyable de voir la richesse qu'il y a dans la danse contemporaine actuellement, de voir que les propos artistiques sont totalement différents. On a un artiste qui vient du Congo, donc qui vient avec toute sa culture, son histoire actuelle, et c'est hyper riche, hyper riche. Donc ça, c'était la première semaine. On a fait une petite présentation face à l'équipe de la Fabrique de la Danse sur tout ce travail-là. Et ensuite, on a commencé la partie administrative. Donc là, on a eu des formateurs incroyables. Donc Oriane Wilmer qui nous a fait tout un accompagnement sur la stratégie en fait, de structuration de son projet. Avec des méthodes géniales, quoi. Oui, parce qu'elle a elle a ce talent de rendre les choses simples. Oui. Tout est simple, structuré, mais simple. C'est ça. Alors moi, qui me prenais les cheveux depuis des années sur le terrain à essayer de trouver une façon de structurer ma compagnie, et là de voir, il y a une forme très décomplexée d'être et d'assumer, je suis entrepreneur artistique, je suis porteur de projet, il y a des échecs, il y a des obstacles, ça marche pas toujours dans le sens qu'on veut et comme on veut, et en fait tout est possible. Moi, alors là, on va dire que je digère maintenant, parce qu'au départ, je me disais, mais ça va être tellement compliqué, et pas du tout. En fait, ils ont créé un réseau, ils ont développé en fait des outils et des méthodes qui sont à portée de tous les porteurs artistiques, puisque ça correspond à chaque dimension et univers chorégraphique de tout le monde. Tout le monde s'y retrouve parce qu'on peut l'incorporer et l'adapter en fait en fonction de son projet. Donc ça, c'est une force incroyable, et aujourd'hui je pense qu'un bon entrepreneur sait aussi s'adapter. Oui. Et sait adapter son propos aussi au contexte, et ça c'est vraiment une force que je tenais à mesurer, et que pour moi la Fabrique de la Danse résume bien. Puis il y a une liberté d'engagement aussi. Je me suis beaucoup découvert sous des travers d'engagement artistique. Qu'est-ce que j'ai envie de défendre, pourquoi je m'engage dans cet univers-là, et aussi de cible.
c'est-à-dire à qui j'ai envie d'adresser mon projet artistique en termes de public. Et c'est très fort. C'est vraiment très fort comme rencontre. Tu peux nous en dire un peu plus? Vers quel public tu as envie d'aller? Oui, moi, c'est vraiment le public intergénérationnel. Je me sens vraiment au cœur. Ça fait depuis quand même quelques années que je travaille avec les publics scolaires. Plus école élémentaire, collège, lycée. Mais j'aime aussi les danseurs amateurs et puis les danseurs pré-professionnels, professionnels, tout ça. Donc ça va peut-être de 7 ans à 6 ans, on va dire, jusqu'à 80-85 ans. Là, j'ai un événement à Jacou prochainement où je vais faire un travail avec des seniors, quoi. Donc pendant un atelier. Et j'adore, en fait. Je me sens vraiment à ma place d'aller rencontrer ces publics. En t'écoutant parler de la formation, je me disais finalement, on danse comme on pense. Et j'ai l'impression que cette formation, elle te permet de prendre conscience finalement des thématiques qui te sont chères. Oui. Est-ce qu'il y en a quelques-unes là qui te traversent? Dans la création, tu veux dire? Oui. Il y avait vraiment cette histoire de friction, de se dire que tout n'est pas forcément permanent. En fait, c'est cette force de l'adaptation. Comment je trouve dans ces endroits de friction, d'instabilité, cette possibilité d'être en accord avec ça et quand même d'avancer, de développer, de trouver des temps aussi d'apaisement, de recul, d'écoute, pour nourrir cette créativité-là et pas avoir peur aussi d'oser aller à la rencontre de soi. Parce que parfois, il y a des choses qui jaillissent de nous, il y a des choses qui émanent, qui émergent, et ça peut faire peur. Et en fait, on a beaucoup travaillé ça justement avec Christine Bastin à la Fabrique de la Danse cette première semaine. Et mon corps, il s'est mis à pleurer, quoi. Mon être entier, cette forme de jaillissement pour moi était hyper forte et j'avais pas forcément rencontré ça dans ma création et je me suis dit mais là t'as une piste pour développer en fait un univers hyper fort sur puiser en fait cette source de jaillissement, comment elle peut t'apporter une écriture chorégraphique, un lien avec la création sur tout l'ensemble des thématiques que tu as envie de défendre et comment ce jaillissement-là te rend vivante par rapport à ton solo, justement. Tu parles d'écriture chorégraphique. Comment on écrit ? Je pense qu'il y a plein de façons différentes. Alors c'est très drôle parce que moi je me sens très proche de la manière dont nous a amené Christine Bastin la plongée au cœur de l'écriture chorégraphique qui pour moi c'est vraiment la base me concernant, c'est les états de corps. Je pense que... Tu peux nous en dire un peu plus ? État de corps ? Alors les états de corps c'est vraiment rentrer au plus profond de soi avec des états spécifiques de corps qui vont être induits par du travail d'exploration, d'improvisation et qui vont laisser agir en fait sur nous, sur notre corps et faire émaner des mouvements, des schémas corporels, des chemins qui vont s'inscrire en nous et qui vont nous dévoiler, nous révéler en fait des axes de travail, des pistes de travail. Et à partir de là, on en parlait parce que c'est intéressant, il y a toujours dans la phase de création, pour moi en tout cas, le fait de me laisser porter par ces états de corps, mais à un moment donné, il y a l'écriture. Et on peut rester dans une forme d'improvisation, hein. Ça c'est vraiment des procédés d'écriture spécifiques. C'est vrai que moi j'aime avoir un cadre, une structure, et faire en sorte que ces états de corps-là viennent nourrir mon propos artistique de ce que je souhaite défendre et s'écrivent dans le corps. Par contre, c'est intéressant de voir tout le travail d'interprétation parce que quand on compose, quand on écrit le mouvement, il y a un côté un peu plus froid. C'est-à-dire que tout d'un coup, on doit produire. Donc, c'est comment je reconvoque ces états corporels et profonds que j'ai nourris dans ma recherche, dans mon improvisation et comment en fait je viens faire en sorte que ça se rejoigne dans le travail de composition et d'interprétation pour avoir une portée
concrète qui va viser à défendre mon propos artistique. J'espère avoir bien compris, mais quand tu dis état de corps, ce serait par exemple partir d'une émotion ou peut-être quelque chose de plus concret. Porter la vie, ça pourrait être un état de corps. Complètement. Porter la vie. Complètement. Et à partir de cet état de corps, tu te relis à ce que tu as déjà vécu dans porter la vie. Et de là va naître une recherche autour d'un mouvement qui pourrait retranscrire porter la vie. C'est ça. Et en fait, parfois, alors on a des outils, en tout cas, moi j'utilise beaucoup d'outils, par exemple d'images. J'aime beaucoup aller dans le travail d'image, dans le travail aussi d'écriture. Que ce soit par exemple une poésie ou par exemple un texte littéraire en fait qui va me questionner et de voir en fait dans le corps qu'est-ce que ça va m'évoquer. Comment ça résonne. Exactement. Et puis en fait à partir de là il y a d'autres outils. En fait c'est un micro-univers qui s'installe parce que dans l'écoute du corps on va se rendre compte que par exemple là dans le solo vivante j'ai choisi une contrainte. Une contrainte posturale. Et donc, à partir de cette contrainte-là, commence à arriver, par exemple, des mouvements de friction parce que je suis en connexion, par exemple, avec le sol, ou et comment, justement, je crée cette relation-là, comment cette relation-là va se développer dans cette contrainte de posture. Donc, on part très loin parce que c'est un univers, pour moi, qui est passionnant. Donc du coup, voilà, la contrainte aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser dans mon écriture chorégraphique parce que y a un univers qui s'ouvre en fait. Ouais. Cette contrainte-là, elle s'arrête pas à une chose. C'est comment on développe la forme d'adaptation qu'on développe en nous en tant qu'artiste pour trouver une porte ouverte immense sur cette contrainte-là. C'est systémique en fait. C'est pas, complètement. Ça vient influencer l'ensemble du corps, de la pensée, de la recherche. Qu'ensuite, une fois que tu as cette phase d'exploration et de recherche, tu vas écrire concrètement, tu prends un stylo et tu écris ton mouvement. Oui. On écrit le mouvement. Eh bien, on écrit le mouvement. Alors, il y a plusieurs façons. Il y a des méthodes, la méthode Laban, la méthode Bénèche, qui sont des méthodes là qui, pour le coup, vraiment, c'est des notations spécifiques du mouvement. Après, on a la vidéo, forcément le support quand on a besoin de retrouver des chemins dans le corps. Et parfois, il y en a, ils ont cette capacité en fait à retrouver les chemins en eux parce qu'ils ont vraiment identifié et qu'ils sont au clair avec ces façons de rechercher et d'écrire le corps. J'adore. J'adore. On arrive bientôt à la fin de cette interview, Clara. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder ? On est passé par tellement de beaux sujets. Après, je pourrais parler un petit peu des actualités, de comment vous pouvez nous retrouver. On s'y dirige alors. Super. Et ben du coup, donc pour la partie festival, donc le Exmovere Dance Festival, nous avons le site internet exmoveredance.com qui se réactualise au fur et à mesure, et on est très heureux d'officialiser les dates de la 4e édition qui auront lieu du 24 au 26 avril 2025, donc à Jacou, Assas et Clapier. Et il y aura aussi le Exmovere Dance Intensive pour la partie pour les danseurs pré-professionnels et professionnels qui aura lieu du 18 au 25 avril 2026 du coup. Pour la partie de la compagnie, donc moi je vais être un peu tous les mois présente à Paris à la Fabrique de la Danse pour découvrir encore et me plonger au cœur de l'entrepreneuriat artistique, de découvrir aussi comment développer mon projet de solo vivante. Là, je rentre en pleine phase de calendrier de production, diffusion, pour trouver des soutiens pour développer le projet. Avec quand même une date importante, le 6 mai 2026, je présenterai lors de la soirée des chorégraphes qui est organisée par la Fabrique de la Danse, un petit extrait de 7 minutes du solo vivante au Carreau du Temple à Paris. Donc ça va être un super bel événement. Venez si vous pouvez. Et après ça, on joue aussi avec l'artiste Majin, l'artiste peintre, un duo qui s'appelle Chorégraphie, qui sera le 16 décembre à l'Agora au Crès. Ce sera ouvert à un public scolaire. Ensuite,
Ensuite, il y a la formation In Morphosis, donc qui va démarrer là, la semaine prochaine. Ça y est, là, c'est la rentrée lundi 6 octobre officiellement. Et donc, ça va démarrer, ça va s'inscrire sur toute l'année, là, du 6 octobre jusqu'au juin 2026. Il va y avoir 5 dates qui vont jouer sur tout le territoire Occitanie. Donc, vous pourrez retrouver ce qu'on appelle un triple bill. Donc, c'est 3 créations que les élèves de la formation vont présenter. Une création qu'on va faire ensemble qui s'appelle Movement Shifts. Une autre création de Erion Kruja, qui est un chorégraphe albanais qui avait déjà été présent sur la première édition du festival Ex-Movere. Et le répertoire Valley of the Hummingbirds, qui a été une commande au théâtre Braunschweig en Allemagne et qui va être repris exprès pour les danseurs de la formation par les chorégraphes grecs Danae et Dionysios, donc ils vont venir en février. Et puis aussi, on va jouer Feruza, au théâtre Apollo à Mazamet. Donc ça, ce sera en juin 2026. Et plusieurs dates en cours à venir. Donc ça va être une saison bien intense, bien chargée, mais comme j'adore. Un mot de la fin. Oui, déjà, merci à toi. Merci à toi, Mathilde, parce que c'est fou, en fait, de pouvoir retracer le cheminement entre ces, 5 ans, 6 ans auparavant, qui je suis, qu'est-ce que je vais faire. De voir en fait que la force créatrice, elle est toujours là. Merci à toi de mettre ça aussi, de le réaliser, de pouvoir le partager, de mettre ça en œuvre, parce que c'est aussi un engagement que tu portes aussi envers les artistes, pour leur permettre d'exister aussi dans cet écosystème. Donc, c'est trop chouette. Merci Clara, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons, merci. Ça me tenait vraiment à cœur de t'interviewer. Tu as encore des choses à dire et à danser. Donc, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup Mathilde. Merci, et merci au studio. Merci au studio qui a été incroyable. Canon. Hein. Parfait. À très bientôt, chers auditeurs et du coup, chers téléspectateurs, on peut le dire. Je ne pensais pas dire ça aujourd'hui, mais je le dis quand même. À bientôt, belle écoute et prenez soin de vous. À bientôt.